Please be seated. Veuillez vous asseoir. Good afternoon. Le juge président, bonjour, bon après-midi. Monsieur le témoin, je vais immédiatement donner la parole à la défense de Monsieur Gbagbo, Maître Jacob ou Maître Altit. Bonjour Monsieur le témoin. Bonjour Monsieur. Je m'appelle Dov Jacobs et je vais vous poser des questions aujourd'hui au nom de l'équipe de défense de Laurent Gbagbo. Vous avez indiqué ce matin au bureau du procureur, et je cite les transcrits, page 14 à partir de la ligne 2. Donc la question qui vous était posée était: maintenant, au niveau de l'expérience professionnelle, avez-vous déjà été déclaré expert devant les tribunaux? Votre réponse: lorsque j'ai servi en tant qu'expert en balistique, alors les transcrits sont real-time, donc c'est un peu dur à lire parfois, à l'Institut de recherche de la Gendarmerie nationale à Paris, j'ai été commis expert par de nombreux magistrats et réalisé, je dirais, une centaine de rapports d'expertise. Commis expert en vertu, il me semble, de l'article 158 de Code de procédure pénale française. Cette centaine de rapports dont vous parlez, vous les avez écrits en tant que gendarme, n'est-ce pas? Donc, je vais d'abord me permettre de vous corriger, peut-être le transcrit n'est pas finalisé. Il s'agit de l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale, l'IRCGN. Le premier point. Le deuxième point, en étant commis expert par une ordonnance de commission d'experts d'un magistrat instructeur français, on intervenait à titre privé. Donc, je n'intervenais pas en tant que chef d'escadron Xavier Laroche, commandant le département balistique, mais en tant que monsieur Xavier Laroche, expert en balistique. Puisque c'est une particularité, c'est que en cas de problème d'expertise, bien évidemment, la gendarmerie mettait uniquement à nos dispositions les moyens, mais nous étions totalement responsables de nos écrits et de nos conclusions. Mais pour bien comprendre, à l'époque, vous étiez gendarme. Tout à fait, je viens de vous le dire, j'étais chef d'escadron, puis lieutenant-colonel de gendarmerie. Vous avez mentionné l'article 158 du Code de procédure pénale et vous venez de le dire que vous étiez nommé expert à la phase d'instruction. Donc ma question, c'est: est-ce que vous avez déjà été entendu comme témoin expert au cours d'un procès pénal en France? Tout à fait, la plupart des affaires qu'on avait à traiter au niveau national et que j'ai traitées étaient principalement des homicides ou homicides multiples. Donc, suite au rapport d'expertise qui était produit, très souvent se produisait une reconstitution judiciaire avec une nouvelle ordonnance de commission d'experts pour cette reconstitution, suivie d'une déposition aux assises. Merci. Pour être nommé expert à la phase de l'instruction, est-il nécessaire d'être mis sur une liste d'experts reconnus à la Cour de cassation ou à la Chambre d'appel? À ma connaissance, non. En l'occurrence, au sein du département balistique, nous avions deux niveaux de technicité. Un niveau de technicien et un niveau d'expert. Il fallait, pour être qualifié expert, remplir les conditions au niveau du laboratoire, de manière à être déclaré sur la liste des experts du laboratoire dans l'activité particulière.
Et vous-même, étiez-vous sur une liste d'experts auprès de la Cour de cassation ou de la Chambre d'appel? Non, je n'ai pas été inscrit auprès de la Cour d'appel, de la Cour de cassation. En 2006, lorsque j'ai rejoint la commission d'enquête des Nations Unies à Beyrouth, c'était le moment où l'habitude venait au sein du laboratoire de faire inscrire nos experts au sein de la Cour d'appel, voire de la Cour de cassation. À titre d'exemple, je vous citerai M. Thierry Subercaz, qui a rédigé le rapport d'expertise sur le noyau de projectile. Nous sommes arrivés en même temps à l'IRCGN en 2000, et il est à l'heure actuelle, donc il est passé Cour d'appel et Cour de cassation, et il est à l'heure actuelle inscrit sur la liste des experts de la Cour de cassation. Sur la base de votre expérience que vous venez de relater devant les juridictions nationales, savez-vous si une personne salariée d'une des parties au procès pénal pourrait intervenir comme expert? Je ne saurais vous dire. Your Honors, I think this line of questioning. Monsieur McDonald, Monsieur le Président, je pense que ce type de question, Monsieur McDonald, je pense que ce type de question n'est pas pertinent par rapport à la procédure. Ce matin, vous avez indiqué au représentant du bureau du procureur, en fin de son interrogatoire, et je cite les transcrits, page 60, à partir de la ligne 20. Je ne suis jamais allé en Côte d'Ivoire avant cela. J'ai simplement travaillé pour un cas pour le tribunal pénal aux armées à Paris. Il me semble, de mémoire, pour un incident au sein d'un régiment français où un militaire français, lors d'un départ en service, avait fait une erreur avec son armement et avait malencontreusement tué son camarade. Et un peu plus bas, à la page 61, ligne 4, vous rajoutez « Tout à fait, puisqu'on intervenait pour des affaires d'homicide en expertise, etc. » Première question, quand vous dites « on », pouvez-vous préciser de qui vous parlez? Donc quand j'ai utilisé « on », c'était pour désigner les experts en balistique du département balistique. Juste pour que les choses soient claires, de quelle institution? De l'IRGCN? Ce n'est pas l'IGRCN, c'est l'IRCGN, Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale. Merci. Cet incident dont vous parlez, c'était à quelle époque? Je dirais aux alentours de 2004-2005, mais je ne voudrais pas être trop précis sur cette période. C'est en tout état de cause entre 2000 et 2006, durant le temps où j'ai servi, et il me semble que c'était de mémoire après que j'ai fait mon master à Lausanne. Donc je dirais entre 2003 et 2006. Donc pour que l'on comprenne bien, il s'agit de deux militaires dont l'un a tué l'autre en Côte d'Ivoire. Les faits se sont produits en Côte d'Ivoire. Tout à fait. Il me semble qu'on était peut-être deux experts, co-experts sur l'affaire en question. C'était lors d'un départ en service où les véhicules blindés étaient alignés et un des militaires, lors des procédures d'usage de départ en service, un coup de feu est parti
tuant son camarade qui se trouvait en tourelle sur le véhicule blindé à l'avant du véhicule blindé du tireur. Est-ce que l'un d'entre eux était gendarme? Absolument pas. De mémoire, il s'agissait d'un régiment de l'armée française, peut-être de mémoire le 17e RGP, mais je ne voudrais pas me tromper sur l'appellation du régiment. Il s'agissait d'un régiment de l'armée française et aucunement d'une unité de gendarmerie. Merci. Êtes-vous intervenu en tant qu'expert devant des juridictions pénales internationales? Pour ce qui est des juridictions pénales internationales, j'ai produit de nombreux rapports d'expertise, total plus de 300 pour le tribunal spécial pour le Liban. Je n'ai pas, à l'heure actuelle, encore été appelé à témoigner devant cette juridiction. Alors j'aimerais afficher un document. Alors il me semble que le greffe peut afficher les documents, et si on a eu un problème depuis quelques jours avec Ringtail, mais il me semble que d'un point de vue technique, même si la divulgation aura lieu dès que ça refonctionne, le greffe peut quand même afficher les documents. Donc je donne le numéro CIV D15 0004 25 48. Alors il s'agit d'une requête de la défense Onessi au tribunal spécial pour le Liban. Et j'aimerais que nous allions à la page 2555. If you allow me just a second. Monsieur MacDonald, une seconde si vous le permettez. Je me demande si cela peut être montré en public dans la mesure où il y a utilisation de pseudonymes. Si vous me permettez une seconde, simplement pour que je puisse trouver le document. Le président, de quoi s'agit-il? Je pense que c'est un ex parte ou une écriture confidentielle qui dit qui est qui. Pour le Liban, donc a priori, je ne vois pas de difficulté particulière à le montrer publiquement. Et la première page indique qu'il est public. Oui. Le président, veuillez poursuivre. Donc si nous pouvions aller à la note de bas de page 32 et zoomer. Et je cite en anglais. Such a change in the mode of testimony. Un tel changement dans le mode de déposition, le président, page 30? Non, il s'agit de la note 30. Merci. Donc je cite en anglais. Change in the mode. Un tel changement dans le mode de déposition s'est déjà produit lorsque Xavier Laroche, l'ex-coordinateur en criminalistique du l'OTP, a été reclassé en tant que témoin après avoir été au départ cité dans la liste des experts témoins proposés. Donc si je comprends bien cette écriture, il était prévu que vous témoigniez en tant que témoin expert pour qu'ensuite votre témoignage soit prévu comme témoin des faits. Pouvez-vous nous dire un peu plus sur la procédure qui a eu lieu et les raisons qui ont conduit à ce choix?
Donc je pense que pour en savoir plus sur ce choix, il faudrait poser la question au substitut du procureur qui était en charge de cette partie du procès. Ce que je peux vous en dire, c'est que suite aux essais, à la reconstitution complète de l'assassinat de Rafik Hariri, dont j'ai effectué la mise en place, que j'ai coordonné et pour laquelle j'ai écrit un rapport, beaucoup des éléments qui étaient venus soutenir la thèse du procureur concernant ce cas, le substitut procureur en question n'a pas jugé utile de présenter ces essais. Après, pour la raison pour laquelle j'ai soi-disant été reclassifié comme d'expert à fact witness, je pense que si vous voulez avoir une réponse complète, c'est de demander au substitut procureur en question. Mais j'imagine que lorsque vous êtes approché pour devenir ou pour envisager la possibilité que vous soyez témoin, que ce soit au STL ou ici, vous discutez de la possibilité d'être témoin, du fait que vous donniez votre accord pour être témoin, du champ de votre témoignage. C'est quelque chose dont vous discutez avec la personne qui vous mandate. Vous n'avez pas discuté de ces questions-là avec les personnes responsables au STL? Tout à fait, j'en ai discuté, j'ai fourni mon CV, de même que dans les rapports pour le cas présent, et il n'y avait a priori aucun problème pour que je sois qualifié comme expert dans ce cas. Merci. En dehors de votre travail au STL, au TSL, pardon, avez-vous effectué des missions pour d'autres tribunaux internationaux avant de venir travailler à la Cour pénale internationale? J'ai été du 17 février 2006 au 28 février 2009, le coordinateur criminalistique de la commission d'enquête internationale indépendante des Nations Unies à Beyrouth, qui n'était pas un tribunal en soi, mais une commission d'enquête. J'ai, par la suite, étant prêté par le tribunal spécial pour le Liban à la Cour pénale internationale, effectué une mission d'investigation de scènes de crime au Mali. Dans le cas, le procureur contre Mohamed Al-Mahdi Al-Faki. Le président. Mais ceci est probablement... Enfin bon, je pensais que ceci pourrait être confidentiel, mais Al-Mahdi, non. Ce n'est pas confidentiel. En étant près du tribunal pour le Liban pour la CPI, et de mémoire, avant de rejoindre la CPI, je suis désolé, je dois regarder les dates exactes. Tel qu'indiqué dans mon CV, vous pouvez vous y référer à la page CIV, OTP 0084 42 97. J'ai travaillé en décembre dans 2014 pour le cas présent, toujours en prêt du tribunal pour le Liban pour la CPI, mais je n'étais pas à l'époque formellement un employé de la CPI, puisque j'ai rejoint la CPI le 2 février 2015. Merci. Pouvez-vous nous expliquer ce que vous entendez par en prêt? Quelle est la procédure exacte si vous êtes employé à plein temps au TSL?
Donc, de mémoire, sur le côté administratif, j'étais toujours employé par le TSL et j'avais un contrat de consultant ou de individual contractor, je ne sais plus exactement, pro bono, donc à titre gratuit, suite à la demande de la procureure de la CPI ou procureur du tribunal pour le Liban. Mais j'étais toujours employé du tribunal spécial pour le Liban. Comme vous l'avez rappelé ce matin et il y a quelques minutes, pendant la rédaction de votre premier rapport, donc, on va y revenir un peu plus tard, mais si j'ai bien compris, vous commencez votre mission en décembre 2014, quand vous travaillez encore pour le tribunal spécial pour le Liban, et vous êtes embauché au bureau du procureur de la Cour pénale internationale en février 2015, avant la conclusion de ce rapport. Donc, à partir de ce moment-là, vous n'êtes plus pro bono, vous êtes salarié du bureau du procureur, n'est-ce pas ? Oui, il me semble que j'ai conduit les opérations sur le terrain en étant en prêt. Et au moment de la rédaction du rapport, qui date du 26 juin 2015, j'étais déjà employé au sein du bureau du procureur de la Cour pénale internationale. Donc la rédaction de ce rapport a eu lieu en même temps que votre procédure d'embauche à la CPI, juste pour être clair. Je ne dirais pas ça, puisque j'ai rejoint la CPI le 2 février 2015 et mon rapport date du 26 juin 2015, qui, à mon sens, fait un délai de pratiquement 5 mois. Mais vous avez commencé les opérations sur le terrain en décembre 2014. Donc entre le début de vos enquêtes sur le terrain et la fin de la rédaction du rapport, vous êtes embauché. Ça se passe à la même période. Tout à fait. Il me semble même que, de mémoire, j'avais passé les examens et les entretiens au mois de septembre. Donc, le procès administratif de mon embauche à la CPI était en cours et j'ai dû recevoir, je pense, une offre quelque part au mois de novembre. Toujours est-il que j'étais en prêt jusqu'au 31 décembre. Donc, je suis resté en prêt jusqu'au 31 décembre. Et après, le temps d'effectuer les formalités administratives de visite médicale, de security clearance, ça a mis un mois de plus et donc j'ai rejoint la CPI le 2 février 2015. Mais j'avais passé tous les tests, il me semble, les examens écrits et les interviews au mois de septembre. Êtes-vous inscrit sur la liste des experts tenus par le greffe de la Cour pénale internationale? Non. Y a-t-il une raison à cela? Tout simplement parce que je n'ai jamais appliqué pour être sur cette liste. Et le procureur ne vous a pas demandé de le faire? Non. Your Honors, if I... Monsieur McDonald, Monsieur le Président, si vous le permettez, le Président, Monsieur McDonald. Monsieur McDonald, je suis quelque peu surpris que nous revenions sur un débat pour lequel il a déjà eu une décision de la Chambre. Le Président, moi également. Monsieur McDonald, votre décision était concise mais claire. Le juge président, oui, je suis quelque peu surpris. Mais si vous voulez aller aboutir à quelque chose de particulier, nous vous laissons faire, pas de problème. Monsieur le témoin, vous avez rappelé ce matin avec le représentant du bureau du procureur les études universitaires que vous avez faites, et je ne vais pas revenir là-dessus. Vous pouvez juste, pour résumer, me dire quel est le diplôme le plus élevé que vous ayez obtenu?
Je pense que les diplômes les plus élevés sont 2 Masters of Science, un in Engineering et l'autre in Forensic Science. Et est-ce que vous pouvez brièvement nous dire s'il y a des sujets ou des thèmes particuliers que vous avez approfondis pendant ces études supérieures, par exemple pour des mémoires de recherche de fin d'année? À l'école spéciale militaire de Saint-Cyr, outre la formation militaire traditionnelle, au niveau de la formation académique, c'est un cursus de grande école, donc avec tous les cours en mathématiques, physique. Toujours est-il que, au cours de ce diplôme d'ingénieur, j'ai suivi des cours plus particuliers de détonique et de traitement du signal. J'ai fait mon mémoire à l'Institut de recherche ELF à Solèze en France pour la mise au point d'une huile pour les moteurs de Kawasaki Grand Prix, de manière en arrivant en modifiant la viscosité et les propriétés chimiques de l'huile, arriver à gagner de la puissance selon les conditions atmosphériques des différents Grands Prix où la moto Kawasaki était engagée. Donc ma thèse à Saint-Cyr a porté sur ce sujet. En ce qui concerne le Master of Science in Forensic Science à l'Université de Lausanne, étant déjà expert en balistique au sein de mon laboratoire, je me suis spécialisé dans d'autres domaines où j'ai suivi les cours et obtenu les crédits dans d'autres domaines, ce qui m'a permis de boucler le deuxième master en 18 mois, notamment tout ce qui est criminalistique générale, interprétation, empreinte digitale, analyse criminelle et bien d'autres. J'ai fait ma thèse sur les résidus de tir de lance-roquettes de type RPG-2, type 50 et RPG-7 type 69, puisqu'à l'époque en France, ce sujet était pertinent puisqu'on avait beaucoup d'attaques de fourgons blindés à l'aide de lance-roquettes. Excusez-moi, je vous interromps juste une seconde. Donc vous venez de nous parler de votre thèse à Saint-Cyr et puis vous avez précisé que comme vous étiez déjà expert en balistique au sein de votre laboratoire, donc c'est la page 73, ligne 4, vous êtes spécialisé dans d'autres domaines. À quel moment vous êtes devenu expert en balistique dans votre cursus, selon vous? De mémoire, j'ai dû passer les premiers tests donc de ce qu'on appelle personnes qualifiées au sein du laboratoire après quelques mois et expert directement au retour de Lausanne ou de manière concomitante au retour de Lausanne, donc en 2003, je dirais. Donc quand vous dites que vous étiez déjà expert en balistique, c'est pour ça que vous avez suivi d'autres cours à Lausanne, c'est pas tout à fait ça. Vous dites que c'est au retour de votre retour de Lausanne? Je ne peux pas vous dire exactement à quel moment exact, toujours est-il que c'était dans le processus pour que je sois qualifié expert au sein du laboratoire, que ce soit au début de Lausanne ou à la fin de Lausanne, toujours est-il que c'était quelque chose qui était pratiquement finalisé, qui était approuvé par toutes les instances et par toutes les personnes qui avaient en jugé au sein de l'IRCGN. Donc quand vous dites approuvé, j'imagine que vous avez reçu un certificat ou quelque chose?
Donc à l'IRCGN, les choses sont organisées de manière à respecter les standards ISO. Nous avons d'ailleurs passé l'accréditation ISO 17025, pour laquelle je suis également expert et j'ai audité des laboratoires internationaux. Et donc dans cette accréditation 17025 est clairement mentionné que toutes les formations qu'ont reçues les personnes, les tests qu'ils ont subis pour être admis comme experts sont enregistrés au sein de l'IRCGN. Si vous pouvez jeter un coup d'œil au niveau des qualifications et des différents stages que j'ai réalisés au cours de l'année dès que j'ai joint l'IRCGN, vous allez trouver en 2001 un diplôme universitaire de balistique lésionnelle, où là je ne peux pas trop parler du sujet de la thèse qui est confidentiel. Et ensuite, lorsque vous regardez, vous avez certificat de spécialiste en armes, janvier 2001, certificat de Advanced Course in Physical and Physico-Chemical Expert Methods and Toxicology, certificat of Weapon Specialist, février 2001. Merci, monsieur le témoin. Merci pour ces précisions. On peut regarder sur votre CV, mais ma question était précise. Si au sein de votre institution, si j'ai bien compris, c'est l'institution qui recevait l'accréditation ISO, pas vous en tant que personne individuellement. Alors je vais essayer d'être plus clair parce qu'il me semble que vous n'avez pas compris. Une accréditation vient accréditer une méthode au sein d'un laboratoire, ce qui oblige le laboratoire à respecter ses normes qualité. Et au sein du laboratoire, toutes les formations, tous les tests que les experts passent, tous les rapports d'expertise ou de rapports de techniciens, de personnes qualifiées qu'ils réalisent sont enregistrés. Et lorsque la personne présente tous les crédits pour être admise comme expert, dans ce cas-là, elle passe son entretien final et est qualifiée comme expert au sein du laboratoire. Merci. Alors pour rédiger vos rapports d'expertise dont vous nous avez parlé, est-ce que vous suivez des manuels en particulier ou des protocoles ou des manuels de best practices en anglais pour les différentes catégories d'expertise que vous faisiez? Donc pour les rédactions de rapports d'expertise, bien évidemment, je me base sur ce que j'ai appris. Ce que j'ai appris en passant expert au sein de l'IRCGN, mais également ce que j'ai appris à Lausanne. Puisqu'à Lausanne, à l'Institut des sciences criminelles, qui depuis s'appelle l'Institut de police scientifique, qui depuis s'appelle l'École des sciences criminelles, nous avons à faire 2 cas complexes. Donc par cas complexe, on entend un cas réel dans lequel on doit traiter tout du début à la fin, depuis la scène de crime jusqu'à la déposition en cour d'assises. Et pourquoi complexe? Parce qu'il comporte plus d'une trace, plus de 2 modèles de traces différents. En l'occurrence, j'ai passé les cas complexes sur des éléments balistiques, des traces d'oreilles, des empreintes digitales et autres. Et donc, au cours de ce processus, de cette formation à Lausanne, qui est une des seules en Europe, qui dispense un Master of Science in Forensic Science, on apprend de manière très claire la meilleure façon de rédiger des rapports d'expertise. Existe-t-il un document écrit auquel vous pouvez vous référer? Je pense que vous devriez vous procurer les cours de master de l'École des sciences criminelles et tout est indiqué dans les cours de master.
Pour ce qui est des rapports d'expertise à l'IRCGN, nous avions un template, une macro, de manière à rédiger les rapports d'expertise de manière consistante, je dirais, et logique. Des rapports d'expertise qui avaient été admis par les magistrats instructeurs et qui s'amélioraient d'année en année, mais dont le format convenait parfaitement aux magistrats instructeurs en France, puisque l'IRCGN avait été créé en 1987. Merci. Je reviens en arrière juste une seconde pour que les choses soient claires sur la qualification d'expert, pour être sûr que j'ai bien compris cette fois-ci. Est-ce que vous avez reçu un certificat nominatif d'une quelconque autorité qui indique nominativement que vous êtes reconnu comme expert ? Si vous parlez d'un certificat nominatif, je pourrais vous fournir les différentes ordonnances de commission d'experts, parce que je pense qu'à partir du moment où un magistrat instructeur vous commet expert, ce document signifie bien que vous êtes reconnu comme expert, étant également nominatif, puisqu'il vous commet nommément expert dans le cas d'une affaire judiciaire. Maintenant, si vous parlez d'un certificat, d'un diplôme, non, j'étais sur la liste des experts à l'IRCGN, mais je ne me rappelle pas qu'on remettait à l'époque un diplôme ou un certificat d'expert. Donc pas de lettre officielle vous indiquant que vous aviez avec succès passé les entretiens, rien? No, there is no. Le président, non, c'est clair. Non. I would invite you now to go to the merit. Je vous inviterai à peut-être aborder la teneur du rapport. Because ultimately, Your Honor, Oui, parce que en fait, Monsieur le Président, il revient à la Chambre de décider, de prendre cette décision. Le Président, mais tout à fait, il revient à la Chambre. Nous avons maintenant tous les documents et tous les éléments pour pouvoir prendre une décision. Partie de la procédure, à notre avis. I would like you to go to the merit of. Serait que vous intéressiez à la teneur, au bien fondé du rapport. Donc, j'en viens à la question de vos rapports. Quelles informations vous ont été communiquées au sujet de la présente affaire avant que vous ne rédigiez votre premier rapport? Donc pour chaque rapport, il y a une partie au départ qui est indiquée, qui est rappel des faits, où les informations qui étaient communiquées par le bureau du procureur étaient des informations générales sur les événements qui auraient eu lieu, puisque de manière très claire, nous n'avons pas, en tant qu'experts, ni le temps de s'appesantir sur les éléments particuliers, puisque nous ne travaillons pas que sur un cas, mais sur de multiples cas. Et deuxièmement, nous n'avons pas besoin de savoir tous les éléments, juste les éléments de contexte. Éléments de contexte qui sont indispensables. Comme ça a été rappelé lors du panel, j'étais là il y a 15 jours à la conférence de International Academy of Forensic Science et j'ai participé au panel de criminalistique. Donc ça a été rappelé de manière très claire, c'est-à-dire que l'expert ne peut pas travailler dans le flou complet. Il faut qu'en se déplaçant sur les lieux, il ait des éléments de contexte sur, évidemment, la période des faits supposés,
et sur les faits supposés de manière générale, puisque son travail de police scientifique sur les lieux ne peut pas et ne pourra jamais constituer à prélever tout élément sur la scène de crime. Et il a besoin de savoir quels éléments pourraient être pertinents dans le cas présent. Toujours est-il que ce travail sur la scène de crime est un travail qui est objectif, impartial et non biaisé. Je viens de publier un article dans le dictionnaire encyclopédique de la justice pénale internationale qui a été publié mi-août, qui le rappelle de manière très claire. Ce côté non biaisé, objectif et impartial de l'expert. L'expert doit être, si vous permettez que je termine, l'avocat de la vérité scientifique uniquement. Merci, monsieur le témoin. Les informations de contexte dont vous parlez, elles vous étaient fournies par des membres du bureau du procureur? Oui, si vous lisez mes rapports, il est indiqué clairement la même chose dans tous les rapports. Selon les informations fournies par le substitut du procureur et les enquêteurs du bureau du procureur de la CPI travaillant sur la situation de Côte d'Ivoire. Et ensuite, des coups de feu auraient été tirés suite aux manifestations aux environs du carrefour Djeniko-Bénan à Abidjan entre le 16 et le 19 décembre 2010. Donc vous n'avez mené vos enquêtes sur le terrain que sur la base d'informations fournies par le bureau du procureur. Vous n'avez jamais fait de recherche indépendante de votre côté. Comme je vous l'ai dit, il ne m'appartient pas de mener mon enquête moi-même, donc on travaille dans un contexte, il faut un minimum de contexte. Là, c'est des coups de feu étaient tirés entre telle date et telle date. Ce qui donne beaucoup d'informations déjà à l'expert, c'est que effectivement, on peut rechercher des éléments balistiques, mais apprendre des informations sur est-ce qu'on peut ou pas dater les événements, quelles sont les réparations qui ont été faites. Et pour être tout à fait clair, en arrivant sur place, je n'avais aucune idée de l'état dans lequel étaient les différents éléments. Une fois de plus, et je pense que c'est relativement clair, c'est que lorsqu'on travaille en documentation de scènes de crime, il n'y a pas d'interprétation. Donc pour tous les rapports qui traitent de documentation de scènes de crime, on prend des photos qui ont des métadonnées, des coordonnées GPS, la date et l'heure. On prend des photos, on documente. Donc il n'y a aucune interprétation à avoir. Sur d'autres, sur les rapports avec notamment celui de la mosquée du Pougon et de la vidéo, il fallait un minimum de contexte pour arriver à faire un travail plus précis de police scientifique qui est une investigation de scène de crime et le prélèvement d'objets pertinents. Donc vous nous avez indiqué ce matin et encore une fois maintenant que vous ne pouvez pas arriver sur une scène de crime sans contexte parce que vous ne pouvez pas tout prélever et qu'il vous faut un contexte. Mais dans la mesure où le contexte vous est fourni par une seule partie du procès, vous ne cherchez que ce qui correspond à cette partie. Vous ne cherchez pas d'autres éléments. Donc forcément, votre analyse que vous appelez neutre et indépendante est enfermée dans ce que vous a fourni le bureau du procureur. On est bien d'accord. Vous n'avez cherché de manière objective aucun autre élément. Président, alors là, c'est argumentatif. Là, vous êtes en train de présenter vos arguments. Vous avez posé une question, vous avez obtenu une réponse, et maintenant, cela devient une thèse que vous présentez. Je pense que vous n'avez pas tout entendu ce que j'ai dit ce matin. Ce que j'ai dit ce matin, c'est que on a des éléments de contexte, de manière à savoir les éléments pertinents, mais bien évidemment qu'on va prélever tout autre élément qui nous apparaît pertinent, même si c'est un élément qui n'a pas été fourni dans les informations données par le bureau du procureur. Et je vais vous fournir, pour éclairer votre lanterne, un exemple. Si vous vous rappelez, ce matin, j'ai parlé du haut-parleur à l'extérieur de la mosquée de Yopougon. Donc quand je vous dis que l'expert travaille à charge et à décharge,
Effectivement, l'orifice aurait pu être un orifice de projectile. J'ai reconstitué le haut-parleur en question et suis arrivé à la conclusion qu'il était impossible de déterminer si c'était un projectile ou n'importe quel autre objet qui aurait pu créer ce dommage au haut-parleur. Donc, une fois de plus, bien qu'il y ait des éléments de contexte, l'expert travaille à charge et à décharge de manière objective, non biaisée et impartiale. Vous avez écrit plusieurs rapports avec une employée du bureau du procureur. Je ne sais pas si je peux mentionner son nom en audience publique ou si je passe à huis clos partiel. Excusez-moi, je ne suivais pas. Que les co-auteurs du bureau du procureur de certains des rapports, est-ce que je peux mentionner son nom en audience publique? S'il ne s'agit pas d'enquêteur, certainement. Si, c'est une enquête. Quel rapport? 4, ceux sur les prises de vue. It's P626, right? Le président P626, non P500, Monsieur MacDonald. Madame Zanetta peut être mentionnée. Un certain nombre des rapports avec Sabina Zanetta, et j'aimerais savoir comment était partagé le travail de rédaction des rapports. Donc les rapports que nous avons co-signés avec ma collègue Sabina Zanetta, c'est moi qui ai drafté tous les rapports et qui ai écrit tous les rapports de mémoire puisqu'elle avait d'autres tâches à réaliser. De mémoire, elle a réalisé le croquis d'Abobo. Elle a réalisé le croquis pour la codification de la mosquée Sikoji Lem. Elle a relu le rapport, fait ce qu'on appelle une peer review, et nous avons co-signé le rapport. Mais c'est moi qui ai rédigé les rapports. Est-ce que vos rapports ont été revus par d'autres membres du bureau du procureur avant d'être finalisés? Absolument pas. Alors vous avez discuté avec le représentant du bureau du procureur d'un certain nombre de vos rapports ce matin, et je vais revenir brièvement sur quelques questions. Vous n'avez pas besoin de tout répéter, c'est juste pour la plupart des questions de clarification. Et je vais prendre les rapports dans l'ordre chronologique. Donc le premier rapport que je voudrais discuter avec vous, c'est le rapport CIV OTP 0076 1952 et qui correspond à l'examen de la scène de crime de la mosquée Sikoji Lem. Donc, si j'ai bien compris, le rapport, vous avez reçu votre lettre de mission le 28 novembre 2014. Et j'aimerais savoir comment vous avez été contacté. Quelle a été la procédure pour que vous soyez mandaté pour cette mission? Donc de mémoire, il y a eu une réunion entre le premier substitut du procureur, le chef de la section des sciences forensiques, qui s'appelait à l'époque l'unité de réponse scientifique. Je pense Sabina Zanetta et moi-même pour connaître nos disponibilités et qu'on voit l'étendue de la mission de manière à nous, de notre côté,
au vu de la mission qui était donnée par le procureur, faire un plan d'action forensique et arriver à planifier une mission de manière correcte. Mais avant de recevoir votre lettre de mission, vous avez été approché pour voir si vous seriez intéressé, j'imagine, en vous expliquant, en vous disant des choses sur la mission. Je pense pas qu'on puisse dire si je peux être intéressé. Ce n'est pas à moi de choisir les missions que je vais réaliser. Si on me demande d'effectuer une mission en Côte d'Ivoire, je ferai une mission en Côte d'Ivoire. Si on me demande d'aller en Ouganda, j'irai en Ouganda. Donc la question n'était pas là. La question était une organisation matérielle pour remplir la mission qui était demandée par le procureur. Deux questions. Premièrement, au moment de votre premier rapport, vous êtes employé au TSL, et vous dites que vous n'aviez aucun loisir, aucune possibilité de refuser de faire la mission pour la Cour pénale internationale. C'est ce que vous nous dites? Donc je vais répéter parce qu'il apparaît que vous n'ayez pas très bien compris. J'étais en prêt du tribunal pour Liban avec un contrat de consultant auprès de la CPI, un contrat pro bono. Donc je travaillais physiquement à la CPI. Donc j'étais un employé sous contrat à la CPI pendant ce temps-là, donc au mois de novembre 2014, et j'ai rejoint la CPI après en février 2015. Mais quelques personnes qu'ils soient, à partir du moment où vous avez un contrat avec, en l'occurrence la CPI, vous êtes un employé de la CPI, peu importe qui vous paye, si vous êtes en prêt depuis un pays étranger ou depuis une autre juridiction internationale. J'avais un badge de la CPI, j'avais des clés, et je venais physiquement au bureau de la CPI. Merci pour cette précision. Et donc, si je comprends bien, vous n'avez, en tant qu'employé du bureau du procureur, aucune latitude pour discuter des instructions que vous receviez. Donc la lettre de mission, vous ne pouvez pas refuser une mission ou discuter une mission, vous étiez subordonné à vos supérieurs, à la CPI. Donc bien évidemment, au moment de réalisation d'une mission, il y a, au niveau international comme au niveau national, un échange, puisque un magistrat ne connaît pas forcément quelles sont les capacités au niveau scientifique, quelles sont les capacités matérielles de la section et quelles peuvent être les disponibilités des experts si plusieurs experts devaient se déplacer sur la scène de crime. Donc bien évidemment qu'il y a un échange sur la faisabilité matérielle et sur les termes de la mission. Et je vais vous le prouver, prise de vue photographique, y compris aérienne, qui auront aussi comme objet la création d'une présentation en 360. C'était à l'époque une de nos missions qu'on pouvait remplir. À l'heure actuelle, ça serait réalisation d'un modèle 3D de cet endroit. Donc là, bien évidemment, dans la rédaction de la lettre d'instruction, elle est forcément agréée par l'expert, puisqu'il faut qu'il ait la capacité. Et vous comprendrez aisément qu'il serait ridicule qu'un magistrat envoie une lettre de mission à un expert qui soit irréalisable au niveau scientifique et technique, puisque l'expert aurait écrit son rapport d'expertise. Je suis vraiment désolé, mais c'est totalement irréalisable scientifiquement ou techniquement. Nous n'avons pas les moyens de la réaliser. Merci. Vous indiquez dans votre rapport, à la page 1968, si vous pouvez y aller. Il faut-il que je redonne le numéro? Non, je crois que c'est affiché.
Donc je cite. Je vais citer un passage qui mentionne un témoin du procureur qui a témoigné publiquement déjà, donc je ne pense pas qu'il y ait de difficulté de le dire en audience publique, si mon collègue pouvait confirmer. Donc au paragraphe 18, je lui laisse prendre connaissance de... Non, the acronym should be... Je pense que le sigle devrait être utilisé, le pseudonyme plutôt devrait être utilisé, Monsieur le Président. C'est un pseudonyme, il existe, pourquoi ne pas l'utiliser? Ce témoin a déjà témoigné à visage découvert, donc je ne sais pas si... J'aimerais poser des questions aux témoins à propos de cette personne. Donc je passe à audience à huis clos partiel, c'est ce que je comprends de ce que vous me dites. Oui, s'il vous plaît. Monsieur le Président. No. Le Président, je pense que si cela a été dit en audience publique, cela peut être lu en audience publique. Point n'est besoin de passer à huis clos partiel. Par mesure de précaution, j'ai passé en audience à huis clos partiel parce que je ne sais pas si cette information précise a été donnée par le témoin en audience publique, même s'il a témoigné publiquement. OK. Le Président, bien. Monsieur MacDonald, le Président, non. Nous allons passer à huis clos partiel. Monsieur MacDonald, je pense que c'est plus facile, mais cela peut être vérifié en amont pour savoir si cela a été dit à huis clos partiel ou non justice publique. Je n'ai pas toutes les références en tête quand même. Le Président, huis clos partiel, s'il vous plaît. La greffière d'audience, nous sommes en audience publique, Monsieur le Président. Le Président, merci. Maître Jacob. Lors de votre enquête à la mosquée, est-ce que vous avez interrogé quiconque sur le fait qu'il ait pu se produire des incendies à cette mosquée avant 2010 ? Une fois de plus, je suis expert en criminalistique et mon but n'est pas d'interroger les personnes et de récolter des témoignages, c'est de prélever des indices tels qu'inscrits dans la lettre de mission, de prélever et sécuriser tout indice ou trace matérielle. Après, s'il y a effectivement un travail à réaliser de datation de différents événements, de différents incendies, c'est quelque chose pour lequel je n'ai pas reçu la mission et qui de manière sort de mon domaine de compétence qui est l'expertise scientifique. Donc vous n'avez pas non plus demandé s'il y avait eu d'éventuels travaux à la mosquée entre 2010 et 2014, au moment où vous y arrivez? Donc là, bien évidemment, il me semble que la personne P433 nous a indiqué ce qui était parfaitement visible. Donc, c'est même ma collègue Sabina qui a posé la question et que effectivement la mosquée avait été pour partie repeinte, reconstruite ou autre, mais sans aller sur les détails qui de toute manière les endroits où des travaux de réfection auraient été faits à une période indéterminée étaient relativement évidents, ne serait-ce qu'au niveau visuel. À la page 20-20, 2020 de votre rapport, et je laisse le greffe l'afficher.
Donc vous évoquez ce dont vous avez discuté avec le procureur ce matin, le fait d'avoir trouvé des sacs de toile dans une des pièces du bâtiment, contenant, selon vous, des morceaux de livres ou des pages partiellement carbonisées. Est-ce que vous avez demandé quelle était l'origine de ces sacs et de leur contenu? Il me semble qu'on a reçu l'information, il me semble, une fois plus, c'est peut-être ma collègue Sabina, c'est que ces sacs avaient été, que les vestiges de l'incendie supposé à la mosquée avaient été ramassés et stockés dans ces sacs. Je pense pour des questions que des livres brûlés avaient été gardés, je pense pour des questions religieuses. Mais c'est uniquement mon avis. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Une fois de plus, c'était que mon avis, mais ces livres religieux ayant certainement un caractère sacré, même lorsqu'ils sont détruits, les gens conserveraient peut-être ces livres. Mais une fois de plus, c'est uniquement un avis de ma part. Toujours est-il que nous avons traité l'intérieur des sacs et de tous les livres religieux qui s'y trouvaient. Merci. Donc je reviens un instant sur le transfert de certains échantillons à l'IRCGN. Comment ont été établis les contacts avec l'IRCGN pour procéder au transfert des échantillons et à l'expertise qui a suivi? De mémoire, j'ai contacté le directeur de l'IRCGN qui m'a mis en contact avec les différents experts, voire les experts directement, puisque ayant servi pendant plusieurs années au sein de cet institut, je connais les différents experts personnellement. Donc si je comprends bien, vous avez eu un rôle dans le choix des experts qui ont mené les expertises, ou cette expertise en tout cas. Pour ce qui est de la balistique, et c'est comme ça que ça fonctionne, la balistique ou des résidus d'incendie, c'est le directeur de l'IRCGN qui reçoit la demande et qui lui désigne un expert selon les charges de travail et les compétences particulières des uns et des autres. En l'occurrence, pour Thierry Subercaz, expert près la Cour de cassation, le connaissant personnellement, après avoir eu l'accord du directeur de le contacter, je l'ai contacté, il a traité l'expertise. Pour ce qui est de mémoire du département incendie explosif, l'expert en question de mémoire a été désigné par le directeur selon sa disponibilité. Merci. Selon le rapport incendie qui a été produit, je redonne le numéro CIV 0076 18 93. Je ne sais pas si on a besoin de le montrer ou si on peut le montrer publiquement. Il est classé confidentiel par le bureau du procureur. Pardon. CIV OTP 0076 18 93.
can be shown publicly, Your Honor. Ça peut être montré publiquement, Monsieur le Président. Donc juste pour être sûr, le nom de l'expert aussi peut être dit publiquement. Donc on constate que 39 scellés auraient été envoyés à l'IRCGN, mais que seulement 6 ont fait l'objet d'une analyse. À votre connaissance, pourquoi c'est uniquement sur ces 6 échantillons qu'il a été demandé à l'expert d'analyser? De mémoire, je me suis rendu à l'IRCGN pour transporter les scellés. Et à l'issue d'une réunion avec l'expert en incendie qui était commis sur le cas, et de la charge de travail que ça représentait au niveau du laboratoire, puisque analyser plus de 40 scellés, ça a un coût et c'est très consommateur en temps. Nous avons décidé d'un commun accord que d'analyser que les 6 plus pertinents. Comment nous avons choisi les plus pertinents? De mémoire qui provenaient de différents lieux au niveau de la mosquée et qui étaient en quelque sorte les plus adaptés à une analyse scientifique instrumentale. Donc si je comprends bien, vous avez eu un rôle actif dans la sélection des échantillons. Tout à fait, et c'est même moi de mémoire qui ai transmis les différents numéros de scellés au substitut du procureur pour qu'il rédige sa lettre d'expertise. Une fois de plus, ça n'a rien d'étonnant et c'est comme ça que ça se passe dans le monde scientifique. C'est comme ça que ça se passe au niveau national. Un magistrat vous contacte et vous convenez ensemble de la mission d'expertise et de sa faisabilité technique, financière et scientifique. Mais en l'occurrence, votre participation à cet autre rapport d'expertise n'est pas mentionnée, par exemple, dans le rapport d'expertise que nous avons à l'écran. Votre rôle, avez-vous reçu une lettre de mission en ce qui concerne la sélection des échantillons? Est-ce que ça a été officialisé ou c'était dans le cadre de vos fonctions habituelles au quotidien du bureau du procureur? Si votre question est de savoir pourquoi je ne suis pas mentionné, cette sélection n'est pas mentionnée dans le rapport d'expertise de l'expert d'IRCGN, je pense que vous pourriez ou devriez lui poser la question directement. Sachant que vous ne mentionnez pas non plus cette sélection dans votre propre rapport. Si vous lisez CIV OTP 0076 2073. Nous écrivons tous ces scellés, hormis le CIV OTP 070 1578, présentent des signes manifestes de carbonisation trace noirâtre. Parmi ces 40 scellés, les 6 plus pertinents ont été soumis à des examens scientifiques complémentaires. Donc, je pense que c'est relativement clair qu'une sélection a été réalisée puisque j'écris que les 6 plus pertinents ont été soumis à une expertise complémentaire. Une fois de plus, et peut-être pour compléter,
Et preuve s'il en est que nous travaillons à charge et à décharge, c'est qu'il y avait très peu de chances que ces 6 scellés présentent des traces d'accélérants, étant donné le temps écoulé depuis les faits supposés jusqu'au moment de l'investigation de la scène de crime, étant donné le caractère très volatile des accélérants. Donc nous avons fait cet examen de 6 scellés par, entre guillemets, acquis de conscience, de manière à être complet au niveau scientifique. Si nous avions trouvé des accélérants dans un de ces 6 scellés, peut-être serions-nous allés plus loin pour voir si l'accélérant était le même ou différent dans d'autres scellés. Là, sur nos conseils, le procureur n'est pas allé plus loin, n'a pas fait analyser les scellés, puisque c'est des analyses qui sont extrêmement coûteuses au niveau financier et en temps. Vous ne mentionnez pas dans votre rapport final la conclusion que vous venez de donner qu'il n'y a pas de traces d'accélérants sur les 6 échantillons analysés. Pourquoi ? Est-ce que vous pouvez me fournir la date de rédaction du rapport de l'expert de l'IRCGN ? Il a été rendu le 3 mars 2015, donc avant que vous ne finalisiez votre rapport. Donc de mémoire, j'ai lu ce rapport. Je ne l'ai pas mentionné dans mon rapport pour plusieurs raisons. Tout d'abord, je ne suis pas expert en incendie. Je ne suis pas expert en micro-analyse, comme l'est l'expert en question. Et vous comprendrez aisément que ça ne rentrait pas dans le cadre de ma lettre de mission. Donc je ne vais pas rapporter sur des éléments qui ne rentrent pas dans ma mission. Le président, M. McDonald. Monsieur McDonald, mais au-delà de cela, Monsieur le Président, les informations ont été données à la défense. Elles ont été divulguées. Et quelquefois, j'ai du mal à comprendre la pertinence de questions qui sont posées et de questions de cette nature. Le président, moi également, quelquefois. Veuillez poursuivre. Dans votre rapport, toujours... ah non, on est sur l'autre rapport. Donc je reviens à votre rapport qui est le numéro... CIV-OTP 0076 1952. Merci. Et à la page 2060. C'est pas la bonne page qui est affichée. Ouais. Merci. Donc, on voit en haut de la page, au paragraphe 149, que vous faites une liste des échantillons envoyés à l'IRCGN. Et pour 2 des scellés, qui portent les numéros CIV-OTP 0073 1136 et 0073 1137, vous indiquez en note de bas de page, ce scellé n'est pas lié à la scène de crime de Yopougon et fait partie d'une expertise distincte.
Pouvez-vous nous dire un peu plus sur ces scellés et pourquoi ils sont mentionnés dans ce rapport? De manière à être sûr, est-ce que vous pouvez m'afficher les scellés en question? Physiquement, non, me semble. C'est un scellé, c'est un objet physique, donc je vais reformuler. Est-ce que vous avez soit la correspondance d'un numéro de scellé avant qu'il soit IRNé, soit formulaire de conduite de la preuve ou le PRF de soumission de ces éléments à l'unité d'information et des preuves? je peux vous donner la description du scellé qui a été donnée par le procureur dans Ringtel. C'est à peu près toute l'information que nous avons sur ces éléments. S'il vous plaît. Est-ce que je peux le dire publiquement? Donc, le numéro CIV OTP 0073 1136 est un échantillon donné par le ministre de la Justice aux enquêteurs du bureau du procureur le 9 janvier 2015. Et pareil pour le numéro CIV OTP 0073 1137. We can display the electronic. La greffière d'audience, nous pouvons afficher l'exemplaire électronique et cela a déjà été d'ailleurs affiché sur Il s'agissait de scellés qui faisaient partie d'un autre incident, également pour le cas de la Côte d'Ivoire. Pas réalisé moi-même, mais qui ont été transférés à l'IRCGN pour une expertise, il me semble, par un autre département peut-être. De mémoire, c'est soit biologique, ça m'étonnerait, mais c'est plutôt, à mon avis, des shrapnels qui ont peut-être été soumis à une analyse métallographique, mais je ne m'en souviens pas exactement. Ces deux scellés ne font pas partie de votre lettre de mission portant sur la mosquée Sikogilem. Donc avez-vous reçu une lettre de mission séparée pour vous occuper de ces deux scellés? Donc je n'ai reçu aucune lettre de mission pour m'occuper de ces scellés. Bien évidemment, je les ai transférés puisqu'il y avait une autre lettre de mission et je pense que vous pouvez consulter cette lettre de mission qui avait été adressée par le procureur à l'IRCGN pour des examens complémentaires. Et bien évidemment, dans un souci d'efficacité et de réduction des coûts, j'ai utilisé mon trajet, mon transfert de scellés à l'IRCGN pour transférer d'autres scellés de manière totalement naturelle. Merci. Brièvement, est-ce que vous avez eu un rôle dans la sélection des experts à l'IRCGN qui ont conduit l'expertise sur ces deux scellés? Est-ce que vous les avez contactés vous-même à l'époque, comme pour l'expert incendie ou Subercazès, Monsieur Subercazès? Je ne m'en rappelle pas. Je pense que vu le domaine d'expertise, une fois de plus, et c'est la règle à l'IRCGN, c'est le directeur qui désigne les experts. D'ailleurs, vous avez, si je ne m'abuse, je pense, dans chaque rapport d'expertise de l'IRCGN, en annexe, une lettre de désignation d'experts où le directeur de l'IRCGN désigne nommément un expert.
Donc je pense que je ne suis pas intervenu pour choisir l'expert. Merci. Pour conclure sur le rapport incendie, je redonne son numéro CIV OTP 0076 1893. À la page 1902. Donc il est indiqué un peu plus bas, là sur la page, merci. Voilà. Nous tenons à préciser qu'en raison du délai important entre la commission des faits, incident survenu entre le 25 et le 28 février 2011, et la prise de prélèvement, soit un peu moins de 4 ans, des résultats négatifs ne signifient pas forcément qu'aucun produit accélérant n'a été utilisé au moment des faits. Fin de citation. À votre connaissance, est-ce que l'expert a enquêté pour déterminer la date exacte des événements ? Une fois de plus, et il me semble l'avoir déjà exprimé de manière très claire, ce n'est pas le rôle de l'expert d'enquêter pour déterminer la date des événements. Il a reçu une lettre de mission. Dans cette lettre de mission, il a des informations sur la date des incidents supposés et il s'en tient à cela. Son rôle est un rôle d'expert scientifique et pas un rôle d'enquêteur pour vérifier des informations d'un procureur international, à mon avis. Donc juste pour être clair, cette conclusion du rapport est uniquement fondée sur les informations communiquées à l'expert par le bureau du procureur. Cette durée supposée de 4 ans entre les événements. But you're asking the obvious. Mais vous posez des questions évidentes, bien sûr. C'est évident. Monsieur le Président, je vois l'heure sur cette note. Peut-être serait-ce un bon endroit pour arrêter. Yes. Le Président, oui. Merci, Monsieur Laroche. Nous nous reverrons demain matin à 9h30 et l'audience est levée jusqu'à demain matin. Merci.